Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins du lundi au vendredi pour le tribunal de l'actualité. 5e et dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez également suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Skalel Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, juge Vaha. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Porter un regard critique et pluriel sur l'actualité, c'est le principe de cette émission et vous le savez, la situation sécuritaire et sociopolitique nationale sera au cœur de la présente convocation et à la barre ce matin, Olé Alain Kam, député à l'Assemblée nationale, vice-président du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement. Il est également directeur du centre de formation politique de l'UPC. Honorable, bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le juge, et puis je salue vos téléspectateurs et auditeurs sur Watt FM et 3 TV. Alors, nous avons 52 minutes pour l'audition. Ça va se faire juste après cette première virgule, les avant-propos. Juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner la RDC et le travail qui a été fait par un groupe de médias et qui, depuis plusieurs semaines, fait donc plusieurs révélations. On parle des Congo hold-up. Il y a corruption, blanchiment d'argent, beaucoup de choses sous l'ère de Kabila. Et on parle de pas moins de 138 millions de dollars qui ont été sortis grâce à des systèmes au cœur un système au cœur duquel il y a une banque, la BGFI. Et depuis, on va dire, les révélations ne font que fuser. On attend de savoir quelle suite sera donnée à tout cela. Parce que quand on regarde, on parle de documents qui sont des piles qui dénotent de ce que il y avait des transactions, des façons de faire, des mouvements de capitaux qui ne respectaient rien, juste parce qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir et qui a mis dans une banque ses proches et dont le capital est détenu en majeure partie aussi par ses proches. Donc à un moment donné, on fait les papiers comme on veut pour pouvoir soutirer de l'argent et après, pour finir, on se sert carrément en tordant le cou à tous les textes qu'on a. Donc c'est en train d'être ressorti aujourd'hui. Maintenant, il y a quelqu'un aujourd'hui qu'on pourrait dire que ça arrange, Tshisekedi, qui lui s'est fait un peu aussi le chantre de la lutte contre la corruption. Il fait la promotion de la transparence, en tout cas c'est ce qui ressort de la plupart de ses discours. Et puis ça fragilise aussi quelqu'un qui succède et qui continue aussi, quoi qu'on dise, de vouloir exister sur le plan politique avec les relais qu'il a et tout. Mais à la réalité, il faut se dire qu'il y a aussi des noms qui ressortent, puisque même parmi les conseillers de Tshisekedi aujourd'hui, il y a un certain Nabongo dont le nom est sorti, il y a Niéfé dont le nom est sorti. Donc vous voyez que c'est pas tout propre. Donc même quand on a l'impression que les systèmes changent, il y a des hommes qui continuent toujours de se donner un genre de, ou bien de s'acheter un genre de nouvelle probité et qui continuent. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi de la fermeté pour Tshisekedi s'il ne veut pas être éclaboussé par toutes ces affaires-là. Mais on attend de voir quelle suite sera donnée, parce qu'on parle de milliards et de milliards et quand vous regardez, à un moment donné, vous vous demandez mais dans quel monde on est? J'espère que chez nous, ça ne se passe pas dans des proportions même minimes comme ça, parce que prendre de l'argent comme ça par des moyens détournés, et puis à un moment donné, c'est dit, mais bon, écoutez, on n'a même plus besoin de tellement arranger ça, parce que c'est nous qui sommes, nous pouvons en faire comme on veut, mais c'est ça la réalité de l'histoire. Elle finit toujours par nous rattraper, et les méfaits que nous posons finissent toujours par nous prendre à la gorge. Merci, juge Vaha, pour cette analyse en entrée en matière. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. On est ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures, en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Pour ceux qui nous prennent en marche, Alain Kam, député à l'Assemblée nationale, vice-président du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement est notre convoqué du jour. Je rappelle que vous êtes également directeur du centre de formation politique de votre parti, l'UPC. Bienvenue une fois de plus à la barre. Alors l'UPC, autrefois
dans l'opposition, un parti qui a même géré l'institution chef de file de l'opposition politique. Vous avez officiellement déposé vos valises à la majorité le 26 février 2021, c'est exactement cela. Alors, après quelques mois passés à la majorité, comment se sent l'UPC ? Écoutez, merci d'abord pour la convocation. C'est la première, en tout cas, pour ce qui me concerne. Relativement donc à la question, on va dire que la collaboration se passe assez bien. Depuis février, effectivement, nous avons rejoint la majorité. Donc, nous sommes en train de faire notre expérience au sein de la majorité et cette expérience se passe assez bien. Donc, voilà ce que je peux dire déjà à l'entame de mes propos. Et c'est un choix que nous avons assumé depuis le début et donc nous n'avons pas à le regretter, en tout cas jusqu'à présent. D'accord. Alors, à son temps, quand vous avez fait ce choix-là, beaucoup avaient estimé que c'était une balle tirée au pied, c'était un assassinat politique. Les mots étaient assez forts à son temps. Aujourd'hui, ces derniers ont tort, ils ont raison. En fait, moi, je m'étonne toujours quand on dit ça, quoi. Vous savez, un parti politique ne vit pas sur une ligne qui est linéaire. Aujourd'hui, on peut être là, demain, on est de l'autre côté, en fonction donc des circonstances. L'UPC s'est retrouvé donc au lendemain des élections dans une posture qui était donc celle de dire, après réflexion, et surtout après la main tendue donc du chef de l'État, de rejoindre la majorité pour faire aussi notre expérience au sein de la majorité. Surtout que nous venions donc de quitter des élections donc, qui ont vu triompher le chef de l'État actuel. Donc c'est la majorité des Burkinabés qui l'ont voté. Et donc on ne voyait pas d'inconvénient à l'accompagner donc dans ce nouveau mandat qui lui a été confié. Donc pour nous, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Nous avons fait 10 ans à l'opposition, donc c'est ce qui peut-être étonne les gens qu'on rejoigne la majorité, mais sinon en matière politique, en toute honnêteté, il n'y a rien de surprenant dedans. D'accord. Juge va. Oui, mais quand on regarde, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu à l'étroit dans cette majorité-là? On sait que c'est une majorité qui a accueilli beaucoup de personnes. Ça, c'est une réalité. Vous étiez parmi les pourfendeurs du premier mandat du ROC, et non des moindres d'ailleurs. Aujourd'hui, vous dites, vous êtes dans une autre posture, c'est vrai, mais avec tout ce monde qu'il y a là, vous ne vous sentez pas quelquefois un peu en étroitesse? Non, pas du tout. Et si encore on n'avait pas j'ai envie de dire, de portefeuille à gérer, on pourrait dire que nous sommes à l'étroit, mais bon, quand même, avoir un ministère d'État auprès du président de la République, vous ne pouvez pas dire que nous sommes à l'étroit. Qui plus est, et avec la charge d'une question extrêmement importante comme celle de la réconciliation, franchement, on ne peut pas dire que nous sommes à l'étroit. Il y a plus de 100 partis à la majorité présidentielle. Bon, on ne peut pas dire que l'UPC est à l'étroit au regard donc de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et puis bon, l'UPC reste l'UPC. Et voilà, avec ses députés, donc on participe, on collabore à l'Assemblée nationale avec les partis de la majorité. Et franchement, on ne peut pas dire que nous sommes à l'étroit, pas du tout. D'accord. On peut pas le dire. On est toujours dans les généralités. Parlons justement du portefeuille qui vous échoue. Certains disent, enfin au départ on regardait, on s'est dit mais attendez, réconciliation nationale c'est quand même un gros morceau et en même temps c'est une patate chaude. Bon, c'est donné à celui qui a contribué à chasser Blaise Compaoré, mais qui a aussi eu de bons liens avec la plupart de ceux qui sont les grands acteurs de notre scène politique, pour les avoir eu à côté ou en face, c'est selon. Donc on se disait c'est celui qui était peut-être pas assez clivant comme ça. Mais aujourd'hui quand vous regardez avec ce qu'on a aussi comme dynamique de justice concernant certains grands acteurs aussi, quoi qu'on dise, concernés par cette réconciliation, est-ce qu'on ne se dit pas la donne est un peu plus compliquée ou bon, toutes les choses vont bien, vous arrivez à gérer et ça se passe bien? Non, c'est clair que le contexte est compliqué et justement c'est pour ça qu'on n'a pas donné ça à n'importe qui. Vous l'avez dit tantôt, on a un personnage en tout cas qui est beaucoup moins clivant, qui a eu à travailler avec quasiment tous les acteurs de la scène politique. Et franchement, nous pensons que, en tout cas, c'était un des personnages qu'il fallait donc pour ce poste de la réconciliation, parce qu'il n'a aucun problème avec les différents protagonistes, que ce soit ceux qui ont géré le pouvoir hier ou ceux qui le gèrent aujourd'hui. Vous convenez avec moi, en tout cas, c'est celui-là qui peut dire que je suis à l'aise, voilà, pour parler avec chacun d'eux. D'ailleurs, il avait dit pendant la campagne, je peux gouverner avec le MPP à ma gauche, avec le CDP à ma droite. Donc à ce niveau-là, il est vraiment à l'aise pour... Mais c'est vrai, la question de la réconciliation est extrêmement difficile avec la justice qui est en cours. Et il a pris la mesure donc, de cette difficulté.
Et il a accepté, il assume et il déroule sa méthodologie que vous avez vue, qui est quand même assez unique en son genre. Et nous espérons en tout cas que nous allons arriver à bon port avec le forum prévu donc à la mi-janvier. D'accord, c'est vrai, juge va la rappeler, votre champion a la lourde charge de conduire la réconciliation nationale. Il y a même un forum qui est annoncé du 17 au 23 janvier, vous l'avez rappelé tantôt. Aujourd'hui, avec l'actualité sécuritaire, on peut dire que ce sujet est relégué au second plan. Ça donne certainement raison à ceux qui estimaient que la réconciliation nationale n'était pas une priorité. Il fallait juste vider les dossiers judiciaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas rattrapé par cette réalité, ce qui avait été dit au début? Non, je ne crois pas. Vous savez, quand on dit que la réconciliation n'est pas une priorité, peut-être qu'on n'a pas pris la pleine mesure des difficultés qu'il y a dans notre pays. Et quand vous écoutez les différentes analyses en matière sécuritaire, ils vous disent que les terroristes ont profité des conflits communautaires dans certaines régions de notre pays pour pouvoir s'implanter. Et donc ces conflits communautaires, par exemple, font partie des difficultés, font partie des différents axes, notamment un des axes sur lesquels il faut travailler pour justement réconcilier ceux-là qui ne se parlent pas, qui se regardent en chien de faïence dans nos différentes localités. Et donc, on dit ce n'est pas prioritaire. Non, moi je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus prioritaire même qu'hier. Parce que si on arrive à aller à cette réconciliation, personne ne peut dire, sauf si on veut faire l'autruche, bon, que tout va entre nous, quoi, que tout va bien quand vous arrivez dans certaines campagnes, au nord, au centre, nord, à l'est. Personne ne peut dire que ça va. Et on a été conforté justement en cela quand les concertations communales, vous entendez des choses, vous êtes surpris. Parce que quand on est à Ouaga, on est à Bobo, on se dit non, c'est une affaire entre les hommes politiques. Mais quand vous allez sur le terrain, vous rencontrez les populations rurales, mais c'est là que vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des problèmes sérieux au Burkina, donc qui appellent à une réconciliation des cœurs. Donc c'est un sujet qui reste parfaitement d'actualité avec la situation sécuritaire que nous vivons. Vous l'avez dit, on ne se réconcilie pas seul. Quand on parle de réconciliation nationale, il y a les exilés politiques. Le chef de l'État a fait de leur retour une promesse de campagne. Jusque-là, on ne voit rien venir. Blaise Compaoré est toujours du côté de la lagune Ébrié. Zida qui est toujours au Canada. Qu'est-ce qui se passe, vous qui êtes proche de Zéphirin Diabré? C'est quoi le souci? Bon, d'abord, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur eux. C'est vrai que du point de vue symbole, c'est extrêmement important de pouvoir les avoir donc au pays avec nous. Il ne faut pas s'arrêter à eux. Et le président Diabré, vous l'avez certainement suivi, il a été à Abidjan, il a rencontré le président Compaoré donc sur instruction donc du chef de l'État. Il a dit également qu'il a eu donc des échanges téléphoniques avec Zida. Donc les négociations sont toujours en cours pour les rassurer de ce que donc leur protection serait assurée une fois qu'ils sont au pays. Et puis bon, faire face à la justice pour ceux qui ont affaire à la justice. Donc et voilà, il est là-dessus et nous espérons en tout cas que ce sont des compatriotes qui se sont exilés et en tout cas nous pensons qu'ils vont rentrer pour qu'on puisse ensemble s'asseoir sur une même table pour pouvoir discuter. C'est notre souhait en tout cas le plus ardent, quoi, que tous ceux-là qui sont partis puissent revenir et le président Diabré y travaille. Ok, on ne peut pas parler de l'UPC sans revenir un peu sur ce que vous avez connu comme crise interne. Il y a certains de vos cadres qui sont partis. Aujourd'hui, vous vous retrouvez au sein de la majorité présidentielle. Votre champion est en charge de la réconciliation nationale. Est-ce qu'entre vous, vous avez fumé le calumet de la paix? Bon, écoutez, vous savez, dans la vie des partis politiques, il y a toujours des différends. Et nous ne sommes pas le premier parti, on ne sera pas le dernier parti aussi à vivre ces différends. Et nous parlons, j'ai pu vous dire que le président Diabré, en tout cas, et certains de nos anciens camarades se parlent. Il n'y a pas d'animosité, en toute sincérité, entre eux, même entre nous et eux. Certains sont à l'Assemblée aujourd'hui avec nous. On se parle vraiment en bonne intelligence, sans vraiment de difficultés. Donc pour nous, la page a été tournée. Bon, on discute avec eux. Peut-être que demain, ils reviendront. Du reste, vous avez vu qu'il y a l'un d'entre eux qui est revenu en début d'année. Donc c'est aussi cela notre rôle, de pouvoir les rassurer qu'à tout moment la porte leur reste ouverte, comme le président l'a dit, et comme nous tous nous le souhaitons. Et donc s'ils reviennent, on va vraiment les accueillir, mais bon, on n'en fait pas une difficulté s'ils décident de rester sur leur position actuelle. Peut-être une dernière question de généralité. C'est un peu lié aussi à l'actualité du moment. D'accord. On a tous reçu sur nos plateaux les partis membres de la majorité, chacun pour venir donner ses propositions ou défendre en tout cas d'une façon ou d'une autre en filigrane, c'est ce qu'on lit, défendre le président
dans la dynamique dans laquelle certains se retrouvent aujourd'hui à dire qu'il faut qu'ils rendent le tablier et tout. Mais j'ai l'impression que, et je commence par dire comme ça, pour que si je me trompe, on me corrige, j'ai l'impression que l'UPC n'a pas été assez entendu sur ce chapitre. Je ne sais pas, de mémoire, je ne suis pas président, je parle souvent de contrôle, et puis j'ai l'UPC ici. Vous êtes mal à l'aise? Non, ou bien je me trompe? Non, pas du tout. Vous savez, nous, on veut être cohérents avec nous-mêmes. Nous appartenons à une majorité qui a donc fait une déclaration, une conférence de presse par rapport à la situation, conférence de presse avec laquelle nous sommes totalement en phase. Mais avant la conférence de presse de la PMP, nous avons fait un communiqué suite au drame de Ilata pour condamner l'attaque et puis compatir avec nos forces de défense et de sécurité qui sont restés dans cette attaque. Et puis nous avons à la fin donc demandé à ce que le chef de l'État puisse prendre des mesures énergiques pour venir à bout donc de ce phénomène qui nous traque depuis 6 ans. Mais en plus de ça, rien que hier, nous avons donc publié dans la presse un compte-rendu de notre dernier bureau politique national du parti. Donc non, on est à l'aise, mais oui, nous appartenons à une majorité qui a ses règles de fonctionnement et que donc nous suivons, nous ne voulons pas faire dans le désordre. Donc c'est ça peut-être qui peut vous faire dire que nous sommes je sais pas moi. Vous voulez nous dire que les autres qu'on a réussi, ils ont fait dans le désordre? Je ne le dis pas, ça c'est vous qui le dites. Je dis simplement, oui. Nous sommes ordonnés, donc ça, personne ne peut nous nier ça. Nous sommes très ordonnés. Nous sommes dans une majorité qui a fait une conférence de presse. Nous avons pondu un communiqué et comme je dis, pas plus tard que hier, nous avons ventilé donc le compte rendu de notre dernière réunion du bureau politique national. Donc nous sommes tout à fait à l'aise. Oui, je sais, vous parlez de communiqué, vous parlez de point de presse. Maintenant, je dis, aux heures chaudes, le président, d'abord, il paraissait un peu esselé. Après, on a vu les ministres qui venaient un peu faire front sur les plateaux, avec de nombreuses sorties, parce que là, tout le monde était dans l'action terrain. On voyait des sorties un peu partout dans Ouagadougou. On voyait des plateaux qui étaient animés par des critiques qui étaient très acerbes, très fortes. Il fallait en face ceux qui venaient aussi apporter leur... Est-ce que vous avez invité l'UPC et puis l'UPC n'est pas venu répondre à... Non. Mais alors que notre portable ne faisait que crépiter parce que de la majorité, on nous appelait. Bon, l'heure est grave, il faudrait qu'on puisse avoir accès à vos plateaux pour expliquer un certain nombre d'éléments. C'est ce que je dis. Vous, on ne vous a pas senti. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que vous êtes un peu gêné? Vous dites, vous n'êtes pas dans le thème que vous avez appelé. Dans le désordre. J'ai dit, bon, si ça c'est du désordre, je ne sais pas. Non seulement nous ne sommes pas dans le désordre, nous ne sommes pas dans la politique spectacle. Franchement, nous sommes dans une situation extrêmement difficile et en partie responsable. Et il y a des attitudes qu'il faut avoir. Donc ce n'est pas le moment de courir sur les plateaux de télé, voilà, qui peut venir dire ceci, qui peut venir dire cela. Non, pas du tout. Au sein de la majorité, il y a des camarades qui sont passés voilà, sur vos différents plateaux. Bon, écoutez, on ne peut pas dire que... voilà, parce que tout le monde est parti, donc il faut courir. Pardon. Donc il faut courir et puis y aller pour qu'on voit l'UPC, franchement, non, nous ne sommes pas dans la politique spectacle. Franchement, si vous avez suivi notre parcours, vous allez remarquer que nous ne sommes pas un parti politique qui fait dans le spectacle. Alors, Alain Kam, député à l'Assemblée nationale, vice-président du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement, directeur du centre de formation politique de l'UPC, est notre convoqué du jour. Vous l'avez rappelé tantôt, il y a eu une session ordinaire du bureau politique national de votre parti, c'était le 29 novembre dernier. Alors la question sécuritaire était justement au menu des échanges. Vous l'avez rappelé, il y a un livre blanc qui avait été produit par votre parti où vous avez fait le diagnostic, ajouté également des propositions pour sortir de cette situation sécuritaire-là. Que deviennent vos propositions? J'ai envie de vous demander. Écoutez, nos propositions ont été reversées donc à la majorité au sein donc de la PMP. Il y a certaines propositions encore qui sont en cours. Et donc elles ont été reversées. C'est vrai, nous avons produit un livre blanc que malheureusement les Burkinabés n'ont pas pris le temps de regarder. Un livre blanc donc, qui a fait le diagnostic et qui a fait un certain nombre de propositions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de partis qui ont pensé à faire un livre blanc sur la sécurité, qui fait le diagnostic de la sécurité et qui propose des solutions pour venir donc, à bout des leaders terroristes. Donc, nous l'avons donc, en tout cas certaines de ces propositions partagées avec nos amis d'aujourd'hui. Alors, vos propositions n'ont pas été suffisamment prise en compte, parce que le constat, il est là, la situation s'aggrave, le chef de l'État l'a même reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment utilisé ce que vous avez donné comme outil, ou quelle lecture vous faites?
Oui, peut-être qu'il faut poser la question au chef de l'État et aux différents ministres de la Sécurité et de la Défense, parce que nous ne sommes pas en charge donc de ces deux. Mais on constate, comme vous, que la mayonnaise a du mal à prendre, malgré donc les changements qui ont été opérés. Et la mayonnaise a du mal à prendre, et nous, comme tous les Burkinabés, nous regrettons et nous sommes amers face à la situation. Et on espère, en tout cas avec la dernière sortie du chef de l'État, qu'il va enfin prendre la mesure donc, de la situation et puis prendre ces décisions fortes-là qui sont entendues par l'ensemble des Burkinabés. Est-ce qu'on peut égrener peut-être quelques propositions de l'UPC? Hier, on avait sur ce plateau, à votre place, un parti qui proposait, par exemple, qu'on implique les chasseurs de primes. C'est une proposition inédite. Alors vous, à votre niveau, est-ce qu'on peut avoir quelques bris d'idées? Bon, quelques idées, c'est d'abord, vous savez, dans une lutte de ces gens, il faut avoir un leadership assez fort et une vision très claire. Voilà. Et donc, c'était le premier axe de notre livre blanc. Donc, avoir un leadership assez affirmé, parce que le chef de l'État, il reste le chef suprême des armées. Voilà. Donc, partant de là, il doit vraiment prendre la mesure des attributions, des prérogatives qui sont donc les siennes et s'affirmer davantage. Ensuite, il faut avoir une vision claire. Et dans notre document, nous avons parlé, par exemple, de la dissuasion cumulative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pensons qu'il aurait fallu, ou bien qu'il faut, et notamment à travers un certain nombre d'actions, arriver à dissuader ceux-là qui nous attaquent, à ne même pas y penser, à ne même pas penser à nous attaquer. Donc c'est ce que nous avons appelé la dissuasion cumulative. Faire en sorte que nous ne soyons pas sur la défensive. Parce que si vous avez remarqué, nous sommes sur la défensive actuellement, on nous attaque, on réagit, on nous attaque, on réagit. Et dans la vision que nous avons tracée, donc c'était de faire en sorte que nous soyons beaucoup plus sur l'offensive et que nous allons chercher les terroristes dans leur retranchement. Ça, c'est un des axes. L'autre axe qui concerne la résilience de la population, en fait, nous avons dit qu'il faut un recrutement massif. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à près de 13 000 hommes dans notre armée. C'est insuffisant. Nous pensons que c'est insuffisant. Et donc, dans le livre blanc, nous avons proposé de faire un recrutement massif au sein des forces de défense et de sécurité, mais aussi un recrutement de 7 000 réservistes et donc qui allait épauler les forces de défense et de sécurité. Et bien entendu, sur la question financière, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais au regard de la situation, on pense qu'on peut encore aller un peu plus loin sur le budget, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 400 milliards, mais nous avons proposé d'aller autour de 700, 800 milliards, parce que c'est une lutte qui nécessite beaucoup de moyens matériels, logistiques, le renseignement, etc., etc. Donc voilà quelques aspects que nous avons abordés. Et un aspect très important, nous avons prévu par exemple un corps spécifique de garde frontière. Parce que au départ, ces terroristes-là sont venus, comme vous le savez, des frontières du Mali, du Niger. Donc nous avons prévu de mettre en place un corps de garde frontière donc, qui allait être les premiers remparts donc, contre l'arrivée donc, de ces terroristes chez nous. Donc voilà quelques idées qui sont contenues dans le livre blanc sur la sécurité que nous avons proposé au Burkinabé. D'accord. Juge Var. Oui, mais quand on parle de ce livre blanc, on est dans un autre contexte aussi. Dans le préambule, il est bien dit, voilà ce que nous proposons lorsque Zéphirin Diabré, ce à quoi nous engageons, lorsque Zéphirin Diabré sera président du Faso, chef suprême des armées. C'est cela. Donc, c'est le préalable. Donc, on est dans la posture où on propose quelque chose au Burkinabé. Maintenant, ils ont fait un autre choix. Ils ont fait un autre choix parce qu'il y a un autre choix qui a été celui de Roch-Kaboré, donc en termes de proposition. Maintenant, après, vous décidez de venir avec lui dans sa majorité. Et je pense on a vu avec certains autres partis comme Benouendé, je pense avant, ils ont travaillé sur quelque chose de commun, je pense, même pendant la campagne et tout, essayer d'intégrer dans ce qu'ils avaient comme proposition quelque chose de commun pour aller vers les électeurs. Pour vous, c'est différent parce que vous êtes allé sans eux, vous êtes allé en contradiction avec eux, et puis ils l'ont emporté et vous y êtes entré. Mais quand on lit votre livre blanc, il n'est pas du tout tendre sur... Et moi, je prends par exemple la première citation d'entrée. Vous dites, ce n'est pas une crise, c'est un désastre sécuritaire.
C'est la lecture qui est faite du moment. Et quand vous regardez, on dit par exemple, nos forces de défense et de sécurité sont sous-motivées et mal commandées par le président et son gouvernement. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dites, qui sont implacables et qui sont dans une certaine froideur, un regard jeté sur une période. Mais ça n'a pas changé. Vous êtes rentré au gouvernement, je veux dire, le regard que vous aviez, pour vous, en y allant, parce qu'on est maintenant à plusieurs mois après, vous vous êtes dit, bon, c'est en train de changer de l'intérieur, parce qu'on est allé comme dans un pourrissement de la situation. Et dans ce pourrissement, vous êtes à l'intérieur. Il y avait un combat qui se menait, vous vous disiez, attention, ce qu'on prédisait, parce que même quand on lit votre livre blanc, vous dites qu'on est en train d'aller vers le fond et il faut faire attention. J'ai dit, en étant avec eux, en étant dans cette majorité-là, est-ce que vous continuez de dire, parce que c'est la question principale, il faut qu'il y ait un Burkina pour qu'il y ait une majorité et une opposition. Est-ce que cette sonnette d'alarme a continué d'être tirée pour qu'il y ait un entêtement pour qu'on arrive à cette situation d'aujourd'hui, ou bien qu'à un moment donné, vous aussi, bon, vous savez, quand on est avec le pouvoir aussi, on est dans le pouvoir, quelquefois, bon, les choses changent. Oui, non, c'est pas que les choses ont changé à notre niveau. Et si vous lisez les communiqués que nous avons produits, nous continuons j'ai pas envie de dire harceler, mais nous continuons de parler au sein de la majorité pour que cette question-là soit suffisamment prise en compte. Et donc, à ce niveau-là, le président Diabré, il parle au président du Faso, mais bon, écoutez, c'est pas lui qui a la destinée du pays. Il y a des choses que tu peux dire à un partenaire, si le partenaire est peut-être ne prend pas peut-être suffisamment en compte, et comme vous avez dit, comme on n'a pas travaillé avec eux pour pouvoir arrêter quelque chose de commun, bon, il est sur un programme sur lequel il travaille. Nous avions proposé un programme en matière sécuritaire, et nous avons dit, voilà, nous pensons que ceci, cela peut faire avancer les choses, et nous pensons qu'il lui parle maintenant. Écoutez, une chose est de parler à quelqu'un, une autre chose est que cette personne-là prenne en compte effectivement ce que vous dites, mais nous espérons en tout cas avec sa dernière sortie, que beaucoup de choses seront prises en compte, et notamment qu'il s'affirme vraiment comme un chef de guerre. En fait, nous l'attendons comme un véritable chef de guerre qui est au devant de ces troupes qui la motivent et qui met de l'ordre au sein donc de cette armée-là. D'accord. Alors vous êtes député, on l'a rappelé, vous êtes vice-président du groupe parlementaire UPC à l'Assemblée nationale. Les deux ministres en charge de ces questions-là, de la question sécuritaire, était devant vous. Il vous a exposé la situation, la stratégie, les moyens qui sont aujourd'hui utilisés pour lutter contre le terrorisme. Après cette plénière, vous êtes sorti avec plein d'espoir, ou bien vous avez un tableau qui est encore peint en noir? Quelle est votre posture aujourd'hui après avoir écouté les deux ministres? Non, après leur avoir écouté, en fait, d'abord, le premier sentiment, c'est que ce sont des ministres qui maîtrisent leur dossier. Voilà, on sent qu'ils sont dans leur élément. Et il y a beaucoup d'annonces donc, qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et donc, ça donne quand même un peu d'espoir, un peu d'optimisme. Et même s'il y a des questions quand même essentielles qui n'ont pas eu de réponse, mais là, nous comprenons. Hein. Mais donc, au sortir de cet exercice, il y a eu un brin d'espoir quand même qui est, en tout cas pour ce qui nous concerne, il y a un brin d'espoir et nous espérons, parce que il ne faut pas s'arrêter à ça, et nous espérons en tout cas vivement que tout ce qui a été dit là sera opérationnalisé sur le terrain. Mais sinon, en tout cas, pour ce que nous avons entendu, c'est des messieurs qui maîtrisent leur dossier et nous pensons qu'ils sont sur la bonne direction. Maintenant, attendons de voir ce qui va se passer concrètement sur le terrain. D'accord. Juge Va. L'aspect Assemblée nationale et le passage. Bon, comment j'ai regardé au fond, il y avait une pression qui était celle populaire de savoir qu'est-ce qui se passe, on voulait comprendre. Donc moi, c'était logique aussi que vous qui en êtes la représentation, vous facilitiez ça. Et c'est pour ça aussi que ça a été, je pense, fait en direct, avec accès donc possible pour tous ceux qui étaient intéressés. Maintenant, avec ça aussi, il y a toutes les limites qui vont avec. C'est que tous les sujets ne peuvent pas être abordés jusque dans leur fond, puisqu'il y a des aspects qu'on ne peut pas aborder là. Alors que, bon... c'est ça le problème du secret, hein. C'est un peu comme de l'or. Et le problème de l'or, c'est qu'il brille, donc il attire tout le monde.
alors qu'on ne peut pas tout donner. C'est un peu ça le problème. Mais pour revenir, moi, sur ce que vous disiez tout à l'heure, le discours du président, avec les engagements qu'il a pris, je pense que lorsque vous avez fait votre rencontre, c'était du BPN. Vous disiez, vous avez aussi écouté le discours du président, mais vous restez, je reprends le terme pour ne pas le trahir, parce que c'est souvent très important. Vous dites, voilà, le 25 novembre, dans son adresse à la nation, le président de Faso a pris un certain nombre d'engagements. L'UPC a pris bonne note de ces engagements. Elle sera attentive, sans passion ni complaisance à l'efficacité des mesures qui seront prises. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Non, c'est simplement que nous allons jouer notre rôle en tant qu'acteurs de la majorité, en rappelant au chef de l'État, si nécessaire, en tout cas chaque fois que de besoin, que les mesures que vous avez prises ne sont pas suffisantes, par exemple, et qu'il faille passer à un autre niveau. On veut dire tout simplement que nous n'allons pas nous taire, voilà, quand la situation ne va pas s'améliorer. Vous allez nous entendre pour dire que malgré les mesures qui ont été prises là, nous pensons que ce n'est pas suffisant et qu'il faille aller encore un peu plus loin. C'est ce que nous avons voulu dire. Vous êtes tu depuis? Non, on ne s'est pas tu. C'est ce que je vous ai dit tantôt. On ne s'est pas tu, nous parlons. Vous savez, nous ne sommes pas dans la même posture que forcément des partis qui ont battu campagne aux côtés du chef de l'État. Et ça, c'est important de le rappeler. Et ce n'est pas moi qui le dis, l'ancien président du MPP qui l'a dit, et c'est vrai, nous sommes dans une sorte d'alliance tactique avec le MPP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le chef de l'État a été élu, il s'est dit, dans son programme, il a dit que la réconciliation était un pilier donc, des 5 prochaines années. Et donc pour cette réconciliation-là, donc pour ce problème spécifique-là, nous allons faire appel à quelqu'un. Donc, nous allons faire appel à l'UPC, à travers donc, notamment la personne de son président, pour résoudre ce problème, pour tracer les sillons en fait, parce que ce n'est pas Diabré qui va faire la réconciliation, il est en train de tracer donc les sillons. Et donc nous sommes dans cette alliance qui est tactique, on va dire, donc sur un problème assez spécifique. Ce qui n'est pas le cas des autres partis donc, de la majorité, notamment l'UNIR et MBF et autres, qui sont, on va dire, dans une sorte d'alliance stratégique. Donc il y a certains d'entre eux qui ont contribué à l'élaboration donc, du programme politique donc, du chef de l'État. Et donc partant de cela, il y a, je vais dire, des limites par rapport à notre action vis-à-vis de la majorité. Pour le moment, peut-être que demain ça va changer, peut-être que demain on va se retrouver dans une alliance stratégique, mais pour le moment nous sommes dans cette alliance. Et d'ailleurs c'est pourquoi vous aurez remarqué que nous avons un ministre d'État auprès du chef de l'État. Nous n'avons pas un département ministériel classique qui respecte l'organigramme classique des différents ministères que vous avez. Donc, partant de ce postulat-là, nous sommes amenés à dire certaines choses au chef de l'État, notamment sur la question sécuritaire, mais nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Voilà, parce que voilà, nous ne pouvons pas lui dire, voilà, on s'est entendu sur ça, vous ne le faites pas, etc. Il est venu avec son programme que les Burkinabés ont librement et choisi, et donc nous ne pouvons que apporter notre petite contribution. Voilà, nous pensons que ça devrait être comme ci, nous pensons que ça devrait être comme ça. Et puis bon, le reste après, comme je dis, c'est lui en toute, j'allais dire, autonomie qui décide de la suite, quoi. D'accord. Parmi les propositions du chef de l'État, il y a l'opération main propre pour lutter contre la corruption. Au niveau de l'UPC, vous estimez qu'il faut regarder sur tout ce qui est dossier depuis la 4e République. On est un peu dans l'urgence. Comment tout cela peut se faire en tenant compte aussi de l'indépendance de la justice, de la séparation des pouvoirs? Non, oui, c'est vrai que nous avons dit de remonter jusqu'à la 4e République parce que les scandales financiers, économico-financiers ont commencé depuis ce temps-là. Mais c'est vrai que pour marquer en fait les esprits, il faut commencer, voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup de dossiers, pratiquement chaque semaine. Il y a des scandales qui sont révélés par la presse. Et d'ailleurs, moi, je m'étonne que très souvent, nos juges ne se saisissent pas de cela pour ouvrir des enquêtes. Voilà, parce que ça aussi, ça leur travail. En France, quand on révèle un scandale, tout de suite, le juge s'en saisit. Et donc, oui, il faut remonter jusqu'à la 4e, au début de la 4e République, parce que c'est véritablement là que les scandales ont commencé. Mais c'est important aussi de donner des signaux forts à travers les dernières révélations, que ce soit à la présidence du Faso, que ce soit dans tel ministère, il faut donner un signal fort qui va rassurer vraiment les Burkinabés sur la volonté du chef de l'État
de lutter contre ce fléau-là qui malheureusement gangrène notre administration publique et partant joue aussi sur la sécurité. D'accord. Il y a une enquête administrative qui avait été demandée par le chef de l'État concernant ce qui s'est passé à Inata. Il a aujourd'hui le rapport sur sa table. Opération Main Propre qui est annoncée. Le rajeunissement de la chaîne de commandement au niveau de l'armée, ça a déjà commencé du côté de la gendarmerie. Alors quand on voit toutes ces annonces-là, toutes ces actions posées, il y a aussi à côté l'ultimatum du chef de file de l'opposition politique. Pour vous, ça tient toujours ou bien il faut revoir la copie? Non, quand vous dites ça tient, vous parlez de l'ultimatum. Bon, écoutez, moi, ça ne m'engage pas. C'est à l'opposition que vous pouvez demander à l'opposition si ça tient toujours. Mais quand même, on a constaté que depuis le 25, le chef de l'État, il a fait des annonces. Et nous attendons très rapidement que ces annonces-là soient concrétisées, quoi. Donc nous sommes dans cette attente-là. Et j'ai envie de dire, nous prions même pour que tout ce qu'il a annoncé là se concrétise. Vous avez vu qu'il a commencé à faire un peu le ménage au sein de la gendarmerie, mais il ne faut pas que ce soit seulement la gendarmerie. Au sein de l'armée, au sein de la police, même des forces paramilitaires, voilà, il faut qu'on voit ça rapidement. Mais surtout qu'il montre son nouvel attelage dont il a évoqué, voilà, parce que aujourd'hui, faire cette annonce et puis plus d'une semaine après, il n'y a rien. Et, vous savez, on sait comment fonctionnent les administrations. Dès qu'on dit qu'il y a un remaniement en l'air, bon, on baisse un peu les bras, quoi. Donc, il aurait fallu que, dès le lendemain, en tout cas, voilà, qu'on commence déjà à voir dans quelle direction il veut aller. Mais en tout cas, nous l'encourageons très rapidement à mettre en œuvre ses intentions, en fait, qu'il a annoncées il y a plus d'une semaine aujourd'hui. Pour certains analystes politiques, le chef de l'État, après son discours du 25 novembre dernier, a battu sa dernière carte, c'est sa dernière chance. Est-ce également votre regard? Et puis, vous êtes dans le même bateau, vous avez un destin commun. Est-ce que vous avez conscience justement de cette pression? Vous savez, nous sommes en politique. Il ne faut pas faire dans... Moi, je n'ai pas de boule de cristal pour dire que c'est sa dernière carte qu'il a abattue. Mais je dis seulement, ça a été un moment très solennel, un moment très fort. En tout cas, pendant les 6 ans, on n'a pas vu le chef de l'État aussi, aussi solennel, avec un ton assez ferme, un ton qui prend en tout cas dans la forme, la mesure de la situation. Et ça a été un moment très fort. Je peux dire que ça a été un moment très fort, mais dire que c'est sa dernière carte, franchement, je ne peux pas m'aventurer à dire que c'est sa dernière carte. Parce que, vous savez, nous sommes dans un domaine où tout est mouvant, les choses changent très vite et peut-être qu'il n'aura pas à prononcer encore un discours parce que les mesures qu'il a annoncées vont nous permettre de remporter des victoires certaines dans les prochaines semaines à venir et c'est tout ce que nous attendons. C'est vrai qu'au regard aussi de la pression qu'on a vue ces derniers temps et puis du ras-le-bol qui a été exprimé, je comprends ce que le président disait tout à l'heure en parlant de cartes. En tout cas, tout le monde, à un moment donné, s'est dit, écoutez, il faudrait qu'on évite d'aller dans une situation qui serait l'inconnu pour tout le monde. Et ça, c'est une réalité qui a été partagée par nombre de Burkinabés, même si le dominateur commun a été l'insatisfaction face à la question sécuritaire et des propositions qui sont celles des actions plutôt qui sont celles du pouvoir. Maintenant, quand on regarde, je suis d'accord avec le président encore qui dit que aller à la majorité, c'est un destin lié. Vous disiez tout à l'heure, quand on parle, bon, c'est comme si on conseille. Maintenant, libre aux conseillers d'en tenir compte ou d'écouter d'autres conseils. Mais à la réalité, même si vous conseillez sur les questions sécuritaires, si vous dites ce que vous pensez, on est dans un pourrissement de la situation. Voilà où on en est aujourd'hui. Et sur la question de l'opération main propre, vous dites encore, vous serez vigilant et vous proposez qu'on aille un peu plus loin pour qu'on puisse débusquer jusqu'au niveau de la 4e République ce qu'on avait comme indélicatesse et tout. Si on continue comme ça, parce que l'attelage aussi, c'est de ça qu'il s'agit, qu'ils servent chacune des parties. Dans quelle posture sera le PC? On a l'impression que quand on vous entend petit à petit, c'est voilà pourquoi la première question que je posais, c'était la question de l'étroitesse. Vous m'avez ramené à l'obtention d'un portefeuille ministériel, mais au fil de notre débat, la question de l'étroitesse est en train de venir petit à petit dans vos explications. C'est-à-dire, c'est le sentiment de quelqu'un qui est dans un pouvoir et qui subit tout le contrôle, toute la pression aussi populaire qu'il y a. On connaît l'UPC pour ses positions, pour ses critiques sur les questions de corruption et tout, mais on en est aujourd'hui dans un enlisement qui est tel que pour beaucoup de Burkinabés, ce n'est plus supportable. C'est de ça aussi qu'il s'agit aujourd'hui.
Oui, écoutez, il faut être suffisamment responsable. Nous n'avons jamais dit que tout baigne, tout va. C'est pour ça que nous continuons d'être très critiques, bien que nous soyons au sein de la majorité. Vous avez vu ce que nous avons dit. Nous sommes assez critiques. Nous espérons en tout cas que le président va redresser la situation. Je pense que c'est ce que souhaitent tous les Burkinabés d'ailleurs. Et donc, envisagez que voilà, le bateau en train de couler, est-ce que vous n'avez pas peur, vous n'êtes placé. En fait, c'est ça votre question. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas nous que les Burkinabés ont élu. Il faut se rappeler cela. Nous sommes en train d'aider quelqu'un. Vous êtes à la majorité. Oui, nous sommes à la majorité. Nous sommes en train d'aider une majorité. Voilà. Et encore plus une question bien précise. Je vous l'ai dit. Maintenant, on a un problème de sécurité. Nous parlons avec nos camarades aujourd'hui sur la question de sécurité. Mais est-ce qu'on peut leur dire, bon, voilà, faites ceci parce que nous, on vous intime de le faire? Non, on ne peut pas le dire. On peut dire, bon, nous pensons que, voilà, ça, c'est la meilleure voie. Voilà ce qu'il faut faire. Mais écoutez, vous pensez que tout ce que M. Sankara dit, lui-même qui est dans une sorte d'alliance stratégique, le MPP, voilà, vous avez suivi les propositions qu'il a faites. A fortiori, nous qui ne sommes pas dans ce type d'alliance. Donc le chef de l'État et son parti restent libres. Après, c'est que donc les amis donc qui sont autour de lui, les partenaires politiques qui sont autour de lui disent, il reste libre donc de les prendre en compte ou de ne pas les prendre en compte. Mais nous jouons notre rôle en tant que partenaire de la majorité. Quand je vous écoute, c'est comme si dans la majorité, on va dire, il y a un noyau dur, il y a la périphérie, vous êtes en périphérie. Non, je vous ai expliqué. Je ne vais pas faire dans la langue de bois. Je vous dis simplement que nous sommes dans une sorte d'alliance tactique sur un sujet précis. Parce que nous n'avons pas contribué à l'élaboration du programme du FASO, vous le savez bien. Nous étions opposés à lui. Et donc, il nous a appelé sur une question extrêmement importante au regard donc de l'envergure de notre président. Donc, nous sommes sur cette question. Et donc, nous profitons, comme nous sommes dans la majorité, nous ne pouvons pas nous taire sur des sujets sensibles comme celui de la sécurité. Donc, nous profitons de cela pour dire, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous pensons. Non, on n'est pas la majorité juste pour une question de réconciliation, on est la majorité point barre. Non, on est à la majorité principalement pour ça. Voilà, non, mais, ça c'est oui, nous sommes clairs là-dessus. On est à la majorité point barre. Non, nous sommes à la majorité principalement pour la question de la réconciliation. C'est pour ça qu'on nous a appelés. On ne nous a pas appelés pour venir gouverner avec le pouvoir qui a été... Est-ce que vous n'êtes pas en train de dessiner des lignes de démarcation? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes sur la question de réconciliation. Ça, c'est clair et net pour nous. Maintenant, en tant que membre de la majorité, nous avons notre mot à dire sur certains sujets, voilà, comme la sécurité, comme le foncier, comme, je sais pas moi, tel autre sujet. Quand je vous entends, c'est comme si le Burkinabé pouvait vous en tenir rigueur sur les questions de réconciliation parce que vous êtes directement lié à cela. Mais pour les autres questions, vous êtes, je répète le mot, vous êtes un peu en périphérie, vous n'êtes pas dans le cœur, dans le noyau dur. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que ce n'est pas la réalité? Vous êtes dans la majorité. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dépeindre. Je vous ai dit, oui, nous sommes dans la majorité en charge d'une question bien précise, qui est assez spécifique. Je vous ai dit tantôt, nous n'avons pas un département ministériel pour dire que bon voilà, etc. Non, c'est une question assez précise qu'on nous a confiée et nous sommes en train de l'exécuter. Et après, nous allons faire le bilan avec vous sur cette question précise. Où nous en sommes, qu'est-ce que nous avons réussi, qu'est-ce que nous n'avons pas réussi, etc. etc. D'accord. C'est une alliance tactique. Et les alliances tactiques, ce n'est pas la première fois. Hein. Vous vous souvenez, en 1947, le RDA et le Parti communiste au Parlement en France. Le RDA est rentré dans une alliance tactique avec le Parti communiste parce que justement le Parti communiste faisait partie de ceux-là qui luttaient aussi pour l'indépendance des États africains. Donc ils sont rentrés dans cette alliance tactique-là. Mais les insuccès, dans les insuccès, les gens ne font pas de différence. Hein. Oui, mais moi je suis en train de vous parler, les gens comprennent aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je suis là. Voilà, vous avez fait la différence aujourd'hui. Je sais que les autres aussi, à partir d'aujourd'hui aussi, ont fait cette différence. Dans le compte rendu de la session de votre BPN, vous êtes revenu un peu, on l'a dit, sur la situation sécuritaire. Alors vous dites au niveau de l'IPC que vous comprenez un peu la colère des Burkinabés face à ce qu'on a comme offre sécuritaire. Une colère qui s'est manifestée avec ce qu'on a eu comme marche le 27 novembre dernier. Votre réaction par rapport à cette marche-là? Pour beaucoup, vu le contexte, on aurait pu encadrer la marche et permettre aux Burkinabés d'exprimer cette colère que vous comprenez d'ailleurs. Oui, je ne vais pas reprendre le compte rendu du communiqué, c'est vrai. Nous sommes un parti libéral, donc tout ce qui est
expression donc de la population par rapport donc à une gouvernance. Et à ce niveau-là, c'est un principe cardinal chez nous. Mais il y a des règles aussi à respecter. D'après, je ne suis pas le maire, mais d'après ce que nous avons vu, il y a des formalités qui n'ont pas été respectées, à telle enseigne que la marche n'était pas autorisée. Je pense que tout le problème est venu de là. Si la marche avait été autorisée, les formes avaient été respectées, comme on dit en droit, la forme tient le fond en l'état. Si tout ça avait été respecté, je pense qu'il n'y aura pas eu de problème. Il y a eu déjà des marches, notamment de l'opposition, au mois de juillet ou août dernier. Il n'y a pas eu de difficultés. Donc, à ce niveau-là aussi, il faut qu'on fasse attention. Oui, pour les libertés, mais liberté donc dans le cadre de nos lois et règlements. Je pense que ça aussi, c'est important. Au lendemain de cette marche, il y a certains leaders d'OSC, de partis politiques qui ont été arrêtés, selon les informations que nous avons. Quelle est la position de l'opposition par rapport à cela? Est-ce que la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur, ou bien il faut peut-être procéder à des libérations pour apaiser le climat? D'abord, vous dites quelle est la position de l'opposition. Moi, je ne suis pas de l'opposition. De l'UPC, je voulais dire. Voilà, merci. C'était un lapsus, vous l'aurez remarqué. Oui, non, nous pensons qu'il faut apaiser la situation. Franchement, ce n'est pas le moment donc d'arrêter, d'incarcérer des gens dans la situation actuelle. Et il y a certains qui ont été entendus. J'ai eu dit qu'il y en a qui ont été libérés. Et Dieu merci. C'est pas le moment, franchement, d'incarcérer donc des acteurs de la société civile. Et je pense qu'on peut les sensibiliser à la situation actuelle, et non donc de brandir, en tout cas, le bâton actuellement, quoi. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. J'y vais. Et en même temps, quand vous abordez la question des expressions qu'on a actuellement, vous disiez il faudrait qu'on fasse attention. Il ne faudrait pas que certains pensent que c'est le moyen de revenir. Vous pensez qu'il y a une instrumentalisation politique de la chose aujourd'hui par certains partis? Écoutez, on ne peut pas réfuter totalement cela parce que nous sommes en situation de crise. Et bien entendu, ceux qui aspirent à gérer le pouvoir, une telle situation, même si officiellement ils ne le disent pas, chacun essaie de tirer la ficelle. Donc ça, c'est des notoriétés, ça a toujours été comme ça. Donc nous espérons en tout cas qu'ils ne sont pas dans cette posture-là, parce que c'est une situation qui n'arrange personne. Et nous espérons en tout cas qu'ils ne sont pas dans cette posture-là, même si c'est une hypothèse qu'on ne peut pas ne pas envisager. Voilà. Une hypothèse, je cherche un peu dans le compte rendu de votre rencontre là, la partie où ça a été abordé, mais j'ai eu l'impression que c'était très clair. Non, c'est une hypothèse, quoi. Nous sommes des acteurs politiques, donc il y a des hypothèses qu'il ne faut pas écarter. Donc ce que nous avons dit, c'est pas une affirmation comme quoi on a des preuves, etc. Non, on dit qu'il ne faut pas que des gens profitent de la situation pour avoir des agendas politiques cachés. Donc c'est une hypothèse en réalité que nous avons émise. D'accord. Oui. Alors, allez-y. D'accord. Alors, nous sommes en politique, vous l'avez dit, c'est pas exclu que la situation sécuritaire soit instrumentalisée. Dans les propositions qu'on annonce, le chef de l'État, personnellement, a parlé d'un gouvernement resserré. Alors, certains estiment aussi qu'il faut aller vers un gouvernement d'union nationale pour faire appel à toutes les compétences. Cela peut-être pourrait contribuer à résoudre le problème. Est-ce qu'au niveau de l'UPC, vous êtes favorable à une telle proposition? Alors, nous ne sommes pas prononcés sur, j'ai envie de dire, le format du nouveau gouvernement, resserré ou pas. Mais à titre personnel, et pour moi, quand on appelle à l'unité d'action, je pense quand même qu'il faut ouvrir. Ça, c'est un point de vue personnel. Il faut ouvrir justement pour concrétiser cette idée donc d'appel à l'unité donc face à l'terrorisme. Mais pour ce qui concerne le parti, non, nous n'avons pas de choix. Le chef de l'État est libre de décider. Et dans le resserrement, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas? Nous pensons que l'essentiel, c'est d'avoir des gens compétents qui prennent conscience de la mesure de la situation et qui vont au charbon. Et moi, j'ai appelé cela un gouvernement de guerre. Il faut qu'on ait un gouvernement de guerre. D'ailleurs, en termes de définition des concepts, quand on dit un gouvernement resserré, c'est au niveau de l'action gouvernementale, c'est au niveau du nombre de ministres. Enfin, si je comprends bien, quand on dit resserré, c'est réduit. Voilà, en français facile, resserré, c'est réduit. Voilà, donc, en tout cas, si je m'arrête à une première lecture comme ça, c'est certainement un gouvernement réduit qu'il veut faire. Mais comme j'ai dit, au niveau du parti, que ce soit large, que ce soit réduit, on n'a pas de problème. L'essentiel, c'est d'avoir des gens qui vont en guerre. Et d'ailleurs, moi, je m'étonne que, vous voyez, tout le monde dit que nous sommes en guerre. Mais la Constitution dit,
pour déclarer la guerre, il faut que le chef de l'État demande l'autorisation du président de l'Assemblée nationale. Mais on ne fait même pas cette formalité-là. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, bon, parfois, tout le monde dit qu'on est en guerre. Mais la Constitution est là. Pour la déclaration de guerre, le chef de l'État demande l'autorisation, comme pour l'envoi de contingents burkinabés à l'extérieur. Il faut faire la déclaration. Et puis que le chef de l'État, il utilise ses pouvoirs de crise qui sont définis à l'article 59 de la Constitution. Là, on sent que vraiment nous sommes en guerre. Vous voyez, quand je parle de leadership, qu'il faut que ça s'affirme, en réalité, c'est tout ça qu'il faut pouvoir utiliser. Mais justement, c'est là où certains disent que, bon, quand on regarde notre pouvoir, on a l'impression qu'on est dans un genre de déni sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut qu'il y ait Solane, il faut qu'il y ait Inata, il faut qu'il y ait beaucoup de choses comme ça pour que le lendemain on se dise mais qu'est-ce qui ne va pas? Et là tout le monde vient nous dire, nous rappeler qu'on est en guerre, mais quand on est dans un genre de, je ne sais même pas un genre de calme, parce qu'on est dans des accalmies, c'est-à-dire des calmes passagers au sens étymologique du terme. Et donc quand on est dans des accalmies, on est dans du déni. Quand on vous dit, par exemple, que certaines parties du territoire, on ne peut même plus y aller, nous en avons perdu le contrôle, certains vous disent non, c'est pas possible. Ce que vous dites n'est pas vrai. Est-ce que c'est pas le déni qui nous emmène dans cette situation aujourd'hui? Oui, non, il faut être franc. On a été longtemps dans le déni. Depuis le début. On a été dans le déni, on a fait un mauvais diagnostic de départ. On est resté dans l'impréparation, on est resté dans... en fait, on n'a pas su faire les priorités au bon moment. Et la situation nous rattrape aujourd'hui. C'est vrai, on a été pendant longtemps dans le déni. Ça, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, personne ne peut nier que nous avons perdu des pans entiers de notre territoire. Personne ne peut nier que l'administration n'existe plus dans certaines communes, dans certains villages. Donc ça, aujourd'hui, je pense qu'aucun Burkinabé, aucun responsable politique futur du MPP ne peut s'asseoir vous dire que aujourd'hui, on n'a pas perdu des territoires, et on n'a pas perdu l'administration dans certaines... non, personne ne le dit aujourd'hui. Donc, c'est vrai, ça vient en retard, il faut le reconnaître. Parce que ça fait 6 ans qu'on est dans cette situation. Ça vient en retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. D'accord. Juge Va, nous sommes presque au terme de cette émission. Nous allons vous donner le dernier mot pour peut-être une observation ou une dernière question à notre convoqué du jour par rapport à ce qu'on a eu comme argument sur la situation nationale et le positionnement de l'UPC à côté de la majorité. Ou dans la majorité. Je vais dire une dernière question. Et ma dernière question, si vous continuez d'être aussi à l'étroit, c'est possible que vous partiez? Monsieur le juge, je vous ai dit que nous ne pensons pas que nous sommes à l'étroit. Mais vous insistez pour dire que nous sommes à l'étroit. Non, c'est ce que vous dites. Voilà. En même temps, quand vous développez, vous nous parlez de votre étroitesse. Non, je ne vous ai pas parlé de notre étroitesse. Je vous ai dit simplement ce qui nous a été confié. Si vous pensez que la réconciliation, c'est l'étroitesse, bon, vraiment... voilà, ça c'est votre analyse. Parce que ce que je retiens, on y est pour la réconciliation, on est forcément pas écouté, mais on est là, on regarde, on sera ferme si d'aventure les engagements qui sont pris ne sont pas respectés. Bon, c'est ce que je retiens. Non, oui, c'est ce que vous retenez, mais ça ne veut pas dire que nous sommes à l'étroitesse. Et je me réjouis que vous avez retenu cela, mais ça ne veut pas dire que nous sommes à l'étroitesse. Nous sommes bien dans notre rôle, nous disons des choses qu'il faut dire, nous sommes fermes dans notre position. Et voilà, donc à ce niveau-là, on est vraiment très à l'aise pour parler, quoi. Allez, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, cela s'entend. Vous êtes également le directeur du centre de formation politique de l'UPC. Avec vous, nous avons parlé de la situation nationale, notamment côté sécuritaire et aussi la vie de votre parti et votre participation dans et à côté de la majorité présidentielle. Merci, juge Va, pour ces clés de lecture. On va mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous lundi pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.